souhaite la bienvenue. Merci de cette curiosité pour l'Hôtel de l'Industrie et la Société d'encouragement. Donc, je m'appelle Olivier Mousson et je suis le président de la Société d'encouragement pour l'Industrie nationale. Voilà, donc la Société d'encouragement, elle a été créée le 31 octobre 1801 à l'instigation de Bonaparte, qui était à l'époque premier consul. Et il y avait un ministre de l'Intérieur et de l'Industrie, parce que ça allait de pair, qui s'appelait Chaptal. Chaptal a été son ministre de l'Intérieur pendant pas mal d'années. Et il a été le premier président de la Société d'encouragement entre 1801, je crois, et 1835. Il faut se replacer dans le contexte en étant en 1801. Donc c'est à la fois la fin des Lumières, c'était la Révolution française, 1789, pas mal de chaos politique. Et il faut savoir que c'est le début de la révolution industrielle. Et les Anglais avaient pas mal d'avance. C'était eux qui étaient la première puissance économique à l'époque, industrielle, parce qu'ils avaient pris de l'avance sur nous. Les scientifiques de l'époque disaient que c'était parce qu'ils avaient créé une société d'encouragement en 1754 à Londres. D'abord en Irlande, ensuite à Londres. Et donc il fallait faire la même chose qu'eux, autrement dit avoir une société qui encourage les entrepreneurs, encourage les inventeurs et diffuse l'innovation industrielle. Donc ça a vraiment été créé en ce sens. Et un groupe de savants, alors Cambacérès qui était un des trois consuls, Montgolfier, il faut savoir que Montgolfier au départ c'est un industriel. Parmi les fondateurs, il y avait Parmentier, il y avait Brillat-Savarin, le fameux Brillat-Savarin à qui on a donné le nom d'un fromage, mais au départ c'était quelqu'un qui était un écrivain, un magistrat qui parlait qui a écrit un bouquin sur la physiologie du goût. Donc Lafayette, comme en plus Chaptal était ministre de l'Intérieur. Chaptal, c'est quelqu'un d'important, c'est un industriel, un scientifique, la chaptalisation du vin, mais c'est quelqu'un qui a sauvé la France à l'époque de Valmy, parce qu'il fabriquait de la poudre, donc il est resté du côté de la République, et il a apporté la poudre aux Français contre les envahisseurs, en tout cas la royauté. Donc Chaptal a créé les chambres de commerce, a créé les préfectures. C'est toute l'organisation napoléonienne voilà. Et donc, il avait derrière lui des préfets. Donc, il a demandé un peu à tous les préfets de prendre une cotisation à la société d'encouragement. Voilà. Donc, alors, quelle était l'idée à l'époque? Dans un premier temps, surtout de diffuser les inventions. Donc, on a créé un bulletin où étaient répertoriées toutes les inventions, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, le bulletin a commencé en 1801 ou 1802 et il a été sans interruption jusqu'en 1945, 50, à l'exception de la Deuxième Guerre mondiale où il s'était un peu arrêté. Ça doit représenter, je crois, 135 ou 140 volumes, la collection complète. Et à l'époque, on a quand même été aidé par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il y en a eu des subventions pour éditer ce travail. Voilà. Donc, en 1824, on a été la société qui a eu le statut d'utilité publique. C'était intéressant pourquoi? Parce que c'est un statut fiscal, ça existe toujours, maintenant il y a des fondations qui sont d'utilité publique, ça permet de défiscaliser l'argent que vous donniez à la société. Et comme on aidait beaucoup d'entrepreneurs, d'industriels, ils pouvaient, pour nous remercier, nous faire un don défiscalisé. Donc ça a pris le relais des subventions à partir de 1824. Ce n'est pas avec les subventions qu'on serait devenu riche, mais en revanche, grâce à ce statut, certains industriels ont pu défiscaliser les dons qu'ils faisaient à la société. Je faisais un calcul tout à l'heure en préparant la conférence. Au début du 19e, on avait versé, je crois, l'équivalent de 2 millions de francs or de dons à des entrepreneurs. 2 millions de francs or, ce n'est pas énorme, mais ça va correspondre à peu près à 6, 7, 8 millions d'euros actuels. Donc cet argent était donné en dons à des entrepreneurs et à des inventeurs. On finançait des étudiants pour qu'ils travaillent sur un sujet. Mais on a par exemple donné une bourse à Marie Sklodowska, qui est devenue Madame Curie, après, alors qu'elle était étudiante à la Sorbonne, pour travailler sur la radioactivité et l'acier. On était un peu les précurseurs en matière d'ANR, en matière d'ENVAR. On était également un endroit où on pouvait déposer, alors,
pas forcément déposer des brevets, mais déposer des enveloppes solo. Hein. Et il y avait peu d'endroits, il y avait l'Académie des sciences, et chez nous, on pouvait déposer des brevets. Ça tombe dans le domaine public au bout de 100 ans. Voilà. Donc un peu en lien avec également l'INPI, le laboratoire national d'essai, on a lancé tout ce qui est normalisation en France. On organisait également des expositions d'équipements domestiques et de tout. Hein. Je relisais, on a encouragé l'entreprise Godillot. Je ne savais pas qu'il y a une entreprise Godillot qui fabriquait des chaussures. Hein. Il y a une entreprise de chapeaux qui s'appelait Gibus. Maintenant, on sait, un chapeau Gibus, on sait ce que c'est, mais au départ, c'était une boîte, c'était Monsieur Gibus, c'était Monsieur Godillot. Bon, et où le jacquard, c'est devenu un nom courant. Donc, quasiment toutes les boîtes industrielles qui existent encore aujourd'hui et qui sont nées dans les années au XIXe siècle, on les a encouragées, on leur a donné des prix, on les a financées, on les a mis en avant. Voilà. Et puis, alors, l'organisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est industrie au sens industrieux. Hein, l'industrie au 19e, elle n'existait pas. On était au début de la révolution industrielle. Donc, l'activité économique, c'était essentiellement l'agriculture. Hein, il faut se mettre à l'époque, il fallait que 2 Français travaillent dans l'agriculture pour qu'il y en ait 3 qui mangent. Hein, maintenant, il y a 3% des gens qui font de l'agriculture. Mais à l'époque, c'était 70%. Hein, donc, comité agriculture, comité économique. Et l'économie, c'était aussi la finance. Hein. Il y avait des financiers également qui ont aidé à la création de la société d'encouragement, comme Benjamin Delessert, qui est le créateur des caisses d'épargne. Comité commerce. Hein, un des plus vieux métiers du monde, mais voilà, qui existait à l'époque. Et puis, bon, c'était le début de la mécanique et le début de la chimie. Donc, il y avait 5 comités au départ, ceux-là, et ensuite on a créé le comité physique, le comité construction et beaux-arts et le comité communication et formation. Et la gouvernance a été essentiellement des savants. Un peu de tout. C'est-à-dire c'est la société civile, il y avait des savants, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des hauts fonctionnaires, il y avait des directeurs d'école. C'est ce qu'on appelait des sociétés d'émulation, des sociétés où il y avait des conférences, où on écrivait des articles, et tout ça était diffusé dans la société. Voilà. Alors les membres, voilà, il y a Louis Pasteur, Gustave Eiffel, Louis Breguet, Louis Perret, enfin quasiment tous les grands savants de l'époque étaient membres à la fois de la Société d'encouragement, mais également de l'Académie des sciences pour les scientifiques. Et c'était un microcosme quand même assez parisien. Il y avait pas mal de hauts fonctionnaires aussi. Ça n'a jamais été énorme. Hein. On a peut-être dépassé le millier de membres à un moment donné, mais ça n'a jamais été beaucoup plus. Et l'activité battait son plein, il y avait des conférences tout le temps. On était un lieu d'expertise. Donc, quand, par exemple, on a créé les expositions universelles, les membres de la société d'encouragement étaient de droit au comité d'organisation des expositions universelles. À l'époque, entre 1850 et 1900, on en faisait 1 sur 2 ou 1 sur 3 à Paris. Maintenant, on a du mal à en faire une tous les 100 ans, mais à l'époque, ça se passait soit à Londres, soit à Paris. Donc c'est nous qui organisions ces expositions universelles. Autrement, il y avait beaucoup de conférences. De par le fait qu'on avait un bulletin, on s'intéressait beaucoup à tout ce qui était lithographie, sérigraphie, pour représenter les choses. Et c'était la photographie. Donc on avait encouragé les premiers photographes. Et puis donc on faisait des conférences. Et on a fait une conférence sur la photographie en couleur. Gabriel Lippmann, qui était un franco-luxembourgeois, a inventé la photographie en couleur. Et pour ça, il a eu le prix Nobel de physique quelques années plus tard. Et donc Louis Lumière, dont le métier, les frères Lumière, en fait le papa des frères Lumière, ils étaient dans le domaine de la photo. Hein, ils fabriquaient des plaques photographiques à Lyon. Et il est venu faire une conférence sur la photographie en couleur et sur les travaux de M. Lippmann. Et puis à la fin de la conférence,
quand le public commence à dormir, etc. Il dit je vous bassine avec l'usine de mon père depuis 1h30, je vais vous la montrer. Et on a vu le premier film. Et le premier film, c'est la sortie des usines Lumière. Alors, il y a 4 films qui durent chacun 30 secondes, je crois, et c'est la première fois. Alors, après, il y a eu une première projection, publique, celle qu'on connaît, qui se trouve à l'Opéra rue Scribe, hein, où là, les gens ont fait la queue et ont payé pour voir l'arrivée du train à La Ciotat. Mais le premier film qui a vraiment été fait et qui a été montré à du public, ça s'est passé ici. Et l'histoire est géniale quand même, parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Léon Gaumont, hein, qui était dans la salle. Et il faut savoir que Lumière a fait cette représentation en 1895, mais il était dans la photo, il n'était pas du tout dans le cinéma. Il a envoyé des tas de personnes faire des films au bout du monde, hein, avec des vertus documentaires, mais il n'a pas compris l'intérêt business du cinéma. Autrement dit, le fait de raconter des histoires, d'être dans la fiction. Et Léon Gaumont, qui avait le même âge que Lumière à l'époque, à savoir une trentaine d'années, s'est dit, mais là, il y a un truc à faire, je monte ma boîte. Hein, et il a monté sa boîte tout comme Pathé, à peu près à la même période. 2 boîtes d'ailleurs qui sont dirigées aujourd'hui par 2 frères Sédou, hein, qui étaient de la famille Schlumberger, qui était d'ailleurs à l'époque aussi membre de la Société d'encouragement. Et par exemple, la première femme, qu'on considère comme la première femme réalisatrice et productrice de cinéma, c'est Alice Guy Blaché, qui était la secrétaire. Ils ont monté la première personne qui a embauché Léon Gaumont. Et c'est quelqu'un qui est mondialement connu parce qu'elle est considérée comme la première femme à avoir fait du cinéma. Voilà, elle a fait 100, 200, 300 films, en particulier aux États-Unis, parce qu'elle est épousée d'un Américain. Donc on ne la connaît pas en France, mais elle est très connue aux États-Unis. Voilà. Et ça a commencé dans un endroit comme ici. Donc ça c'est marrant comme histoire, et c'est vrai que les Frères Lumière ont arrêté de faire du cinéma en 1900. Ils sont allés de 95 à 1895 à 1900, ils ont fait du cinéma un petit peu, puis après ils ont arrêté, ils se sont mis à faire de la photo. Voilà. 1900 parce que c'était justement l'exposition universelle, où c'était l'invention la plus médiatique de l'exposition universelle qui avait lieu à Paris en 1900. Voilà. Mais ils n'ont pas continué à faire du cinéma. Alors que Gaumont et bien sûr Pathé ont continué. Le premier son enregistré. Hein, on a aidé quelqu'un qui s'appelait Scott de Martinville, qui s'est imaginé reproduire la voix. Il dit voilà, il y a des gens qui parlent plus ou moins fort, ça imprime mon oreille. Si ça imprime mon oreille, si jamais je reproduis une oreille, et si je relie l'oreille à un stylet, et je constate, selon le fait que je parle ou je ne parle fort ou pas fort, ça produit des oscillations différentes. Donc il a comme ça enregistré des opéras, des hommes politiques, lui-même. Et le premier son enregistré au monde, donc il est là-haut dans les combles de la Société d'encouragement, c'est Scott de Martinville qui chante au clair de la lune. Et ce qui est marrant, c'est que là pour le coup, Edison s'est fait doubler par Louis Lumière sur le cinéma, mais en revanche, il a doublé Scott de Martinville sur le disque. Hein, parce qu'il a réussi, en s'inspirant des travaux de Scott de Martinville, il a réussi à lire, à enregistrer le son et à l'écouter. Alors Scott de Martinville n'a fait que l'enregistrer. Et il y a quelques années, on est venu me voir en disant mais ça y est, on sait maintenant, grâce à l'informatique, entendre le son de Scott de Martinville. 1860. Il faut avoir une bonne oreille. Hein, mais...
quand même génial. On est sur l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, là, donc l'immeuble date du XVe siècle. Ici, c'était une salle d'entraînement des mousquetaires au XVe avant de devenir l'hôtel de l'industrie. On est là depuis 1850. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'inventions liées au domaine de l'art. Il faut savoir que les comités s'appelaient comité des arts mécaniques, comité des arts agriculture, comité des arts économiques, etc. Parce que les arts, ça voulait dire technique, hein, auparavant. Et c'est vrai que l'art, il évolue au gré des inventions. La photo, le cinéma, la peinture. Et l'impressionnisme n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de nouveaux processus de peinture. Voilà. Donc voilà, des inventions de ce type, elles sont nées ici. Voilà. Bonjour et bienvenue à l'atelier Sennelier. Je suis Yves-Marie Salençon, le directeur artistique. Aujourd'hui, je vous parle des bleus outre-mer, les couleurs outre-mer synthétiques pour être précis. Car il y a très longtemps, quand on parlait d'outre-mer, on parlait de sa version naturelle, issue du lapis lazuli. Il s'agit d'une pierre rare et très chère. Les Italiens au XVe siècle faisaient venir du lapis lazuli d'Afghanistan, où se trouve le principal gisement. Le pigment arrivait par bateau, par la mer, d'où son nom, le bleu ultramarina, c'est-à-dire le bleu qui vient de la mer. Ça, c'est la version naturelle de l'outre-mer. Mais depuis 150 ans, quand on parle d'outre-mer, désormais, on sous-entend des pigments synthétiques. Une mise au point longue, très difficile, avec des enjeux très importants. En 1826, on veut tellement trouver un lapis lazuli artificiel digne de ce nom qu'il est créé un concours pour motiver les recherches. Celui qui formulera le pigment outre-mer synthétique à moins de 300 francs le kilo, c'est-à-dire 10 fois moins cher que le naturel à l'époque, recevra 6 000 francs de la part de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Une association qui avait pour but de favoriser l'engagement de la France dans la révolution industrielle et rattraper aussi son retard par rapport à nos amis anglais. Un chimiste, Jean-Baptiste Guimet, va réussir cette prouesse et va devenir très riche en mettant au point cette formule du bleu outre-mer artificiel. La société qu'il fonde pour le produire deviendra plus tard l'entreprise Péchinet. C'est un amoureux de l'art, il est marié avec la fille du peintre Jean-Pierre Xavier Bidot. Son fils, amateur d'art et voyageur, va créer de magnifiques collections d'œuvres d'art et donner son nom au musée des arts orientaux à Paris, le musée Guimet. Avec l'industrialisation et une demande importante dans de très nombreuses activités, comme dans l'azurage du linge, pour blanchir le linge, une des activités pour laquelle le pigment outre-mer était très utilisé. La production augmente donc très vite et les bleus outre-mer de Jean-Baptiste Guimet sont jusqu'à 3000 fois moins chers que le lapis lazuli. Très vite, il donne des échantillons de sa découverte à des peintres. On trouve donc dès 1827 ce nouveau pigment dans la gigantesque toile d'Ingres. Le triomphe d'Homère, notamment dans le drapé bleu clair de ce personnage debout à gauche. Turner l'emploie dès 1834. Techniquement, c'est un pigment classé au Color Index PB29. C'est un pigment transparent qui donne un bleu assez chaud, qui tire un peu sur le rouge. Il est fabriqué à partir d'un mélange de kaolin calciné, de carbonate de calcium et de soufre. Les mélanges sont cuits à plusieurs reprises, mais c'est surtout le temps de refroidissement, très long, jusqu'à 18 jours, qui va donner la vivacité au ton. C'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu tombé, parce que l'État a pris un peu le relais. Clairement, il a arrêté de nous verser des subventions, je pense. Et puis l'État-providence s'est développé. Donc on a fait quelques conférences, mais les présidents de l'époque ont plutôt, parce qu'ils avaient sans doute besoin d'entretenir l'immeuble, ils ont décidé de mettre des écoles à la place. Voilà. Donc il y avait une école de journalistes, il y avait une école, et on remplissait plus tellement notre fonction de société d'encouragement. Bon, et ça fait une vingtaine d'années, d'abord mon père et ensuite moi, qu'on essaye de relever bénévolement le lieu et puis de faire pourquoi on est né, pourquoi on est d'utilité publique, c'est-à-dire encourager, transmettre, valoriser, conserver le patrimoine. Donc on a quelques centaines de membres maintenant qui sont dans des comités. On fait des conférences qui sont toutes gratuites. Il y a quasiment une ou deux conférences par semaine, organisées gratuitement par nous et par d'autres associations qui sont partenaires de la Société d'encouragement. Voilà. Donc le lieu vit, même pendant cette période un peu compliquée. Parce que j'espère que l'année prochaine, il n'y aura plus de masque. On peut espérer que ça l'est. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Les membres. Alors, ils sont. C'est par cooptation.
Alors, vous pouvez faire un don si vous voulez en tant que tel, mais les membres, ils appartiennent à des comités et ils sont cooptés. Ces personnes ont reçu un prix et redonnent elles-mêmes en cooptant de nouveaux membres. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis 220 ans. Alors, les membres, effectivement, la gouvernance, ils sont cooptés, mais vous pouvez effectivement venir me voir et puis vous pourrez être coopté, pourquoi pas, par un comité en tant que tel, et pour organiser des événements ici. Voilà. Alors, la semaine dernière, on remet ce qu'on appelle les montgolfiers. Ce sont on remet les chaptals et les montgolfiers. Les montgolfiers, c'est plutôt des boîtes un peu nouvelles, moins de 10 ans. On a remis un prix, par exemple, à une boîte qui s'appelle C'est qui le patron? Je ne sais pas si vous connaissez qui le patron. C'est le principe, c'est les consommateurs qui acceptent de payer un peu plus cher pour financer et pour que les agriculteurs arrivent à vivre. Voilà. Il y a une autre boîte, ça s'appelle Too Go To Go. C'est une boîte qui récupère tous les produits qui vont être quasiment prescrits, etc. Et maintenant, ils ont, je sais pas, 300-400 millions de chiffre d'affaires sur ce sujet. Donc il y a eu 8 prix qui ont été remis la semaine dernière dans les différents secteurs. Un prix pour chaque comité. Voilà. Les chaptals, c'est plutôt des grands noms de l'industrie. Ça peut être, il y a eu Dassault, il y a eu Michelin, il y a eu Bouygues, Bolloré. Donc c'est plutôt des grandes entreprises. C'est pas des entreprises, c'est des individus ou des familles qu'on honore, en quelque sorte. C'est moins, assez rarement je dirais des managers qui restent 2 ans, 3 ans. On ne met pas l'entreprise, mais à un parcours individuel. On est pour encourager les hommes et les femmes. Ce qu'on fait aussi, par exemple, c'est qu'on essaye, on se bat aussi pour les femmes, pour qu'elles aient envie de travailler dans l'industrie, pour qu'elles aient une juste place. Donc on fait partie d'une association qui s'appelle Jamais sans elles. Et voilà. On travaille aussi auprès des jeunes. On organise des concours de photos industriels. On demande aux jeunes d'aller dans les entreprises et de prendre des photos à raconter des histoires d'entreprise. Et on leur remet un prix. On remet des prix également dans le manuel de développement durable. On remet des prix, 5 000 € à des boîtes, à des projets qui nous paraissent intéressants. Donc on commence à refaire ce qu'on faisait, en effet, au 19e et au début du 20e. Voilà, il faut nous souhaiter bon courage, mais ça marche bien. Là, on va lancer une série intéressante de conférences sur la renaissance industrielle dans les territoires. Donc, parce qu'on pense que tous ont entendu dire la relance verte, la relance des territoires, la relocalisation, ça ne sera pas tout seul. Donc on essaie de monter dans chaque région un peu une task force pour justement que l'industrie revienne en France. Voilà. D'autres questions? Oui? Du budget? Le Bilboquet, ça vous dit quelque chose dans le coin? Le Bilboquet, c'était un club de jazz. C'était le club Saint-Germain qui avait été lancé par Juliette Gréco et par Boris Vian. Parce qu'ils connaissaient le président, donc on leur avait filé le sous-sol. C'est devenu une boîte de nuit et une des plus grandes boîtes de jazz de Paris dans les années 40. Et on a eu l'idée, parce qu'ils voulaient vendre, de vendre ça à Coste et puis d'agrandir un peu l'espace en rez-de-chaussée. Donc c'est pour ça qu'il y a un restaurant et une terrasse. Ça rapporte des sous et ça nous a permis de rénover l'endroit. Donc ça, et puis on loue de temps en temps à des entreprises ou à des associations qui viennent ici, ils vont laisser 1 000 €, 2 000 €, etc. Donc on a un budget, on a créé une filiale pour ça, qui s'occupe de la commercialisation du lieu et de rénover le lieu. Voilà. Donc le budget, de ce côté-là, il peut aller jusqu'à 800 000 €. Voilà. Et puis après, il y a la société d'encouragement, qui est une association, où il y a des membres. Les membres, ils payent 120 € défiscalisés. Donc ça coûte 30 € ou 40 € puisque vous pouvez déduire 66% de vos revenus. Voilà. Et puis 1 500 pour des personnes morales. Bon, on ne va pas très loin avec ça. Parce que même s'il y a 200, 300 membres, par 120, ça va pas très loin. Et on commence là à aller, on est d'utilité publique, à aller trouver des subventions
trouver des sponsors, prix de la photo, on va aller voir un industriel, est-ce que vous voulez pas sponsoriser le prix de la photo? Renaissance industrielle, on est allé voir la Banque des Territoires qui va nous donner 50 000 € pour qu'on organise ce truc-là. Voilà. Donc on est allé voir le conseil régional qui nous donne 10 000 €. Donc parce qu'on a un lieu, parce qu'on est reconnu, on peut de nouveau avoir un peu de sous. Parce que monter tout ça, Sophie dit qu'on est en sous-effectif depuis peu de temps, là, voilà, parce qu'il y a une personne qui est partie. Il y a des trucs tous les jours. Donc les bénévoles, c'est bien, mais les bénévoles, ils ont pour la plupart un job, comme moi, et ils ne peuvent pas être à plein temps sur le sujet. Donc il y a 3, 4, 5 personnes qui sont là à plein temps pour à la fois répondre au téléphone, bouger les chaises, régler les micros, et puis appeler les bénévoles pour qu'ils organisent comme il faut les manifestations. Voilà pour répondre à votre question. Donc le budget global, il est moins d'1 million. Voilà. Mais bon, on n'est pas encore à la rue. Voilà. Et puis on est encore propriétaire. Merci de votre patience.